BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite du face-à-face, Eric Lewin face à Olivier de Royer. Et puis vous savez qu'on est sur tous les terrains d'Intégral Placement. Priorité au direct, le salon du Bourget qui s'ouvre. Et on aperçoit, si vous nous écoutez à la radio, vous savez qu'on est aussi à la télé. On aperçoit là Emmanuel Macron qui rencontre Thomas Pesquet. Voilà, c'est la première rencontre entre le président de la République et Thomas Pesquet, tout juste revenu de la Station Spatiale Internationale. Et cette rencontre donc à suivre dans un instant. Emmanuel Macron qui inaugure ce salon. Ils ont le même âge, 39 ans les deux, le président de la République comme l'astronaute. Salon du Bourget que vous pourrez suivre bien sûr en intégralité sur BFM Business. Cédric. Et en attendant, donc on revient sur le plateau pour ce face-à-face entre Eric Lewin et Olivier de Royer. Un petit mot effectivement de la façon dont on peut orienter un peu ses biais, choisir sa stratégie, son allocation. Vous avez, et c'est votre dada Eric, les mid-cap en ligne de mire, mais d'abord peut-être de façon plus générale, on s'est beaucoup posé la question ces dernières semaines du risque de choix finalement des uns et des autres entre les différentes classes d'actifs, les obligations, les actions. Enfin, comment est-ce que vous arbitrez un petit peu tout cela du côté de Montpensier, Olivier ? Nous, on est quand même d'abord une maison qui a une culture action, même si on intervient aussi sur les obligations via les convertibles. Les obligations pures aujourd'hui ne semblent quand même pas très attractives, compte tenu quand même de la faiblesse des taux. Et même si c'est vrai que la reflation, la Trump-reflation met un peu de temps à se mettre en place, malgré tout, on a quand même plus de risques d'avoir des taux qui montent que qui baissent. Donc des obligations sèches, ça ne nous paraît pas forcément pertinent. En revanche, dans les gisements de convertibles, il peut y avoir un certain nombre de dossiers intéressants qui peuvent permettre de profiter à la fois des actions et finalement d'un risque de crédit bien choisi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on privilégie, c'est quand même clairement les actions européennes pour des raisons de dynamique économique, de flux aussi, parce que finalement, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui sont sortis finalement de la zone euro. À peu près 100 milliards en 2016, il y en a près un quart qui est revenu, donc je pense que ça peut continuer. Et effectivement, avec des valorisations plutôt attractives et aussi finalement des entreprises européennes qui sont quand même, j'en parlerai également peut-être après, des cibles pour les sociétés internationales, notamment américaines. Alors les mid-cap, rien que les mid-cap. Attendez, écoutez, je suis très chaud sur ce compartiment, mais quand on regarde depuis le début de l'année, le CAC 40, il fait plus 8,5%, ouais. Et le CAC Mid and Small, il fait plus 19%, et le CAC Small fait plus 18%, ouais. Avec des opérations financières dans tous les sens. La dernière, c'est SES Imagotag, dans l'étiquetage de gondole, avec une opération financière certes à 30 €, un peu en baisse par rapport au dernier cours, mais le titre fait quand même 51% de hausse en l'espace d'un an. Il y a des opérations financières dans tous les sens. Il y a eu ces derniers mois SIPH, ces dernières semaines, racheté par Michelin. On rappelle, c'est les plantations des verres. De caoutchouc en Afrique. Le CIC également racheté. Business et Décisions également racheté. PCS dans la chimie également racheté. Tout ça avec des primes de 40 à 50%. Donc, où je rejoins Olivier, c'est vrai que les acteurs européens viennent faire leur marché à Paris, où il y a encore beaucoup de petites sociétés cotées, qui sont sur des niches porteuses, qui ne sont pas encore assez chères en bourse. Donc, moi, je suis désolé, mon cher Cédric, mon cher Guillaume, je reste très positif sur ce compartiment. Je pense que c'est pas fini. Je pense que dans le secteur informatique, il y a encore trop d'acteurs cotés. Je pense que des sociétés comme SQLI, par exemple, ou encore comme Infotel, voire comme Micropole, pourraient tout à fait être achetées cette année. Je crois de plus en plus à des fusions-acquisitions. Et je reste sur ce secteur. Regardez une valeur comme Precia, c'est dans le pesage industriel. Là aussi également, il peut y avoir à tout moment une opération. Marie Brizard, dont la Martiniquaise a 20% du capital, opération financière également envisageable. Bref, je reste sur cette oasis de stabilité parce qu'il y a une croissance des bénéfices, les titres sont pas encore très chers, il y a des niches porteuses, et puis quand vous êtes un énorme acteur du secteur, c'est pas un problème quand vous appelez Michelin de payer une prime de 50 à 60% sur une société, parce que Michelin valait 200 à 300 fois plus que SIPH, par exemple. Et du coup, ces opérations se font parce que le business est là, parce que la stratégie est bonne dans ces boîtes. C'est pas juste une opportunité parce que l'argent est pas cher. Là, il y a une vraie stratégie qui se dessine. Écoutez, prenons l'exemple de Conforama qui a pris 27% de showroom privé. Il y avait complètement une logique entrepreneuriale, mariant les magasins, mariant les ventes sur Internet, stratégie, ce qu'on appelle omnicanal. Donc il y a une véritable Pourtant, on a envie de dire qu'entre la mode et les canapés en croûte de cuir... Oui, mais il y a une complémentarité. C'est-à-dire que vous dites, si vous pouvez vendre de la mode, des meubles dans des magasins physiques, vous pouvez les vendre également par Internet. Et donc, comme Showroom a un bon relais de distribution sur Internet, ça fait affaire. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que les taux sont à 0% que les investisseurs arrivent. C'est parce que il y a beaucoup de sociétés qui sont très intéressantes, il y a des niches porteuses, et donc tout le monde fait ses emplettes. Et c'est pour ça que le marché des small and mid devrait être encore très dynamique cette année. Tous les ans, on dit oui, mais c'est pas normal, il y a une surperformance. La surperformance, elle est là et elle devrait perdurer. Olivier, quels autres biais? Parce que vous nous avez emmenés effectivement en Europe fort bien, mais
on a toujours les matchs classiques, défensifs contre croissance, cyclique. Voilà. Comment est-ce que vous jouez ? Vous jouez des secteurs, vous jouez des idées comme ça d'opérations financières Oui, alors écoutez, je crois que le match entre croissance et value ou cyclique était clairement très très présent ces derniers mois. Ça dépend quand même pas mal des taux d'intérêt. Beaucoup de gens ne voulaient jurer que par des cycliques et des values en début d'année. Et finalement, c'est plutôt les sociétés de croissance qui ont une fois de plus fait mieux. Donc je pense sur le long terme, il vaut mieux avoir les sociétés de croissance. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un portefeuille dans l'ensemble assez équilibré sur ces thématiques-là. La technologie, effectivement, continue à être une vraie révolution. La révolution digitale, elle est partout. Parce que finalement, on voit maintenant Amazon, ça rejoint un peu ce que Eric disait sur le showroom privé. Amazon, maintenant, va dans tous les secteurs avec ce rachat dans l'alimentaire et aujourd'hui devient un distributeur vraiment complètement multicanal et multimétier. Il va même dans des métiers professionnels aujourd'hui. Cette révolution digitale, elle a des impacts sur toute la chaîne logistique. Toutes les valeurs de logistique sont en très forte croissance. Sur aussi, il y a le thème de l'industrie 4.0 finalement, qui est porté par l'Allemagne, qui est la fusion entre les logiciels de conception et la production industrielle. Et donc tout ça, finalement, a des implications dans tous les secteurs. Le e-commerce explose. On voit même des sociétés très traditionnelles, finalement, dans certains secteurs, effectivement, comme l'habillement, comme l'ameublement, etc., qui aujourd'hui prennent des parts de marché sur Internet. Et il y a une très forte croissance de ces domaines. Il n'y a plus de tabou aujourd'hui. Le consommateur est prêt à acheter, effectivement, des meubles ou des vêtements sur Internet, alors qu'il y a encore 2 ans, on disait, mais les gens veulent toucher, veulent voir ces produits. Aujourd'hui, c'est des tabous qui ont sauté. Et la stratégie, en enlevant le côté mid-cap, mais de fusion-acquisition, ça reste dans l'air du temps. On a vu, par exemple, pour prendre des grands noms, et sortir des mid-cap d'Eric, mais à l'occasion du jeu de chaise musicale, Carrefour, Fnac, Darty, voilà, certains ont fait bouillonner l'idée de se dire, tiens, Bompard, il arrive, il pourrait faire la synthèse entre Carrefour, Fnac et Darty. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ces grandes fusions restent dans votre... C'est envisageable, mais même surtout dans des sociétés beaucoup plus importantes. On a vu que finalement, il y a une différence de valorisation entre les sociétés américaines et les sociétés européennes. Donc on a vu dans la chimie PPG, finalement, qui est le co-leader mondial dans la peinture, finalement, qui a voulu racheter son rival AkzoNobel qui fait la même taille. Et on voit aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fusion Linde-Praxair. Donc nous, on met en avant le titre Linde, puisque finalement, dans les gaz industriels, il y a 3 acteurs qui restent, Linde, Praxair et Air Liquide. Aujourd'hui, Linde a une marge opérationnelle autour de 13%. On voit Praxair aux États-Unis qui bénéficie d'un modèle beaucoup plus concentré, beaucoup plus dense sur le plan commercial, beaucoup plus focalisé, qui a fait moins de diversification, qui a donc une marge opérationnelle de 22%. Et donc on pense qu'il y a une capacité de progression de la rentabilité de Linde, plus le fait qu'on pense qu'effectivement la nouvelle société pourrait avoir des multiples de valorisation qui seraient plus américains qu'européens, donc plus élevés, et le tout dans un secteur des gaz industriels qui est en train de repartir finalement, qui est un peu en aval du cycle, qui est fortement tiré par la demande dans les semi-conducteurs, et on voit que depuis 1 ou 2 trimestres finalement la croissance commence à accélérer dans ce domaine-là, donc ça nous semble être une piste intéressante. Eric, les OPA bien sûr toujours très porteurs, est-ce que c'est le signe malgré tout que voilà, ces cycliques, elles arrivent quand même à une certaine étape peut-être un peu moins prometteuse pour la suite? On voit que depuis quelques semaines les défensives reprennent du poil de la bête face aux cycliques sur les marchés. Est-ce que ça, c'est un signe malgré tout un peu alarmant? Non, moi je trouve que sur les grosses capitalisations, sur le CAC 40, il y a très peu de valeurs qu'on a envie d'acheter actuellement. Il y a très peu de valeurs sur lesquelles on se dit vraiment elles sont données. Alors il y a peut-être un petit peu les bancaires, mais c'est vrai que sur les industriels se pose un problème parce qu'elles ont fortement progressé. Maintenant, pour rejoindre ce que dit Olivier, moi j'aime bien les fusions big et mid caps. Sur les fusions entre égaux, j'ai un peu plus de problèmes. Quand on regarde par exemple Lafarge-Holcim, il y a quand même 25% de destruction de valeur pour les actionnaires. Sur l'histoire Essilor-Luxottica, on a le sentiment que ça va bien se passer parce qu'il y a vraiment une complémentarité entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire entre les lunettes et les verres, mais c'est pas facile. On se rappelle que l'OPA Publicis Omnicom avait échoué pour des querelles entre égaux. Donc sur des fusions 1+1, je suis pas sûr que ça fasse 2 dans le monde des big cap et je serais plus mesuré. Maintenant, pour répondre à votre question, moi j'ai le sentiment que le CAC 40, il n'y a plus tellement de valorisations qui sont attractive et donc il faut descendre un petit peu dans la cote pour trouver les niches porteuses de demain. Les valeurs liées à l'énergie, on voit que le pétrole recule, c'est quelque chose qui redevient attractif justement à force de les voir baisser ou au contraire on est un petit peu inquiet sur la trajectoire des cours du pétrole l'un et l'autre? Olivier? Écoutez, je crois qu'effectivement la trajectoire du prix du pétrole, moi j'étais pas d'un optimisme béat sur le sujet, mais de là à ce que le pétrole soit aussi bas aussi vite, alors que finalement l'OPEP a quand même prolongé ses coupes pendant 9 mois de plus, ça prouve que l'OPEP a complètement perdu la main, que c'est maintenant le schiste américain qui fixe les prix. Bon, alors d'un autre côté, il faut pas être trop alarmiste non plus, parce que finalement maintenant on arrive de nouveau à des prix où malgré ses gains de productivité, le schiste américain, il est probablement rentable dans les meilleurs bassins comme le Permien, mais il n'est pas rentable partout, donc il risque d'avoir peut-être de nouveau un léger ralentissement et le pétrole pourrait se
stabiliser. Le problème, c'est que dans ce secteur-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est des histoires de juniors pétrolières, de parapétrolières. Et là, l'environnement, quoi qu'il arrive, il reste quand même vraiment trop faible pour aller s'intéresser à ces valeurs. Même si on pourrait avoir envie de faire des Tenaris, des Valorex, ce genre de choses, ça reste aujourd'hui quand même trop faible. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Eric Lewin pour les publications Agora et Olivier de Royère pour Montpensier Finance. Bon retour à tous les deux et bonne semaine sur les marchés.